mon petite David, au départ, on parlait du forum, donc, du Forum national de dialogue. Comment était-on arrivé à une conférence nationale souveraine? Alors, par simplement le jeu de la mobilisation, parce que les Togolais savaient ce qu'ils voulaient, les Togolais voulaient vraiment en finir. C'est vrai que la négociation avait été avec le général, bon, tout le monde sait qu'il était très astucieux, très malin. Donc, il avait essayé pour calmer le jeu au moment où vraiment le rapport de force lui était défavorable, de dire mais on ne va pas faire du suivisme, ce n'est pas parce que les Béninois ont fait une conférence nationale souveraine qu'il faut nécessairement que nous fassions aussi au Togo une conférence nationale souveraine. Nous allons y innover, nous allons faire un forum de dialogue. Et dans son esprit, le forum de dialogue, effectivement, ne risquait pas de se proclamer souverain. Donc, c'était juste une petite discussion, etc. Et puis, à la fin, il gardait ce qu'il avait à garder, il ne lâchait rien. Et puis, il pouvait se prévaloir du fait qu'il avait fait un dialogue. Et vous constaterez que le terme dialogue, dans la littérature togolaise, dans l'historique de la vie politique togolaise, ça revient sans arrêt. On en est au 28e, 29e, je ne sais plus, mais on dialogue tout le temps et il ne se passe rien à l'issue des dialogues que l'on fait avec le régime RPT uni. Donc, ce qu'il voulait, c'était juste une petite causerie, juste pour dire que il y avait eu un dialogue, et ça ne convenait pas aux forces démocratiques qui étaient à l'époque tous réunis dans le CODE, le collectif des oppositions des organisations démocratiques. Il y a eu un code 1 puis un code 2 qui tenait bien parce que la mobilisation était forte, la rue était réellement à chaque rendez-vous, c'était des manifestations massives. Les jeunes étaient d'une détermination absolument incroyable et ce que les gens voulaient, c'était une vraie conférence nationale. Ils ne voulaient pas entendre parler du mot souveraine. Donc, dans la négociation, à un moment donné, on a dit non, ce ne sera pas un forum de dialogue, mais une conférence nationale tout court. Et puis, une fois arrivés dans la salle, les délégués étant libres et représentants de la nation, ils ont décidé de la proclamer souveraine. Et voilà. Mais c'est vraiment, ça a été le fruit d'un bras de fer très prégnant qui a réussi pour une fois à faire en sorte que les forces démocratiques avaient le rapport de force en leur faveur. Et donc, réellement, et pied à pied, ils ont tenu le cap et ils ont réussi à obtenir, à arracher de haute lutte ce qu'elle voulait. Ça n'a pas été facile parce que vous constaterez qu'entre les accords du 12 juin qui parlaient de Forum national de dialogue et finalement un décret qui a été pris le 1er juillet pour convoquer la conférence nationale pour le 8, il s'est quand même passé un certain nombre de semaines avec des allers-retours entre Lomé 2 et le Code qui venaient rendre compte et les délégués, les membres du Code disaient non, on n'est pas d'accord, on y retournait. Entre-temps, il y avait des menaces de grève, il fallait lever la grève, donc le pouvoir était obligé de lâcher du lest. Mais rien ne s'obtient facilement sur un plateau doré. C'était une lutte acharnée à laquelle la diaspora a lourdement participé, nous y reviendrons. Donc tout ça, c'était le résultat d'une lutte, effectivement. D'accord, merci beaucoup, Madame David. Alors, certains observateurs nous disaient que le thème forum national et conférence nationale, c'est juste un
au sein de l'opposition, c'est les modérés qui voulaient un forum, et il y a les radicaux qui voulaient vraiment une conférence nationale. Alors, où étaient-vous situés entre les modérés et les radicaux? Alors, non, mais c'est vrai que c'était effectivement la ligne de fracture entre une partie des gens qui menaient la lutte sur le terrain et puis nous autres qui sommes venus de l'étranger. Parce que je ne cacherai pas que nous qui vivions à l'étranger, notamment ceux qui étaient en France, pour nous, le modèle, c'était la Révolution française, en quelque sorte. Donc, il fallait changer de système et donc il était hors de question de s'accommoder d'un petit rafistolage. Et c'est vrai que assez rapidement, alors qu'en juillet 90, lorsque je vous parlais de mon adhésion à la Ligue et de la création de la Ligue togolaise des droits de l'homme France, nous étions totalement en phase avec les gens qui menaient la lutte sur le terrain, notamment avec les membres de la LTDH et avec la mouvance Agboibo. Bon, le CAR n'existait pas, mais c'était autour de la CNDH. Et avec quelques étudiants qui étaient ses proches. Et assez rapidement, une ligne de fracture est apparue. Assez tôt d'ailleurs, je dirais dès janvier-février 1991, une ligne de fracture est apparue à un moment où il y avait eu une série de manifestations avec une répression féroce. Et alors, ça pourrait être aussi le moment où Eyadema est parti à Abuja, où assez rapidement, les avocats, Maître Agboibo, paix à son âme, et Maître Kofigo, qui est toujours vivant, avaient exprimé une crainte que si Eyadema partait, il y aura un vide juridique. Donc, il ne fallait pas qu'il parte. Et je pense même qu'il y a eu des déclarations où ils ont dit publiquement oui, non, mais nous, ce que nous voulons, c'est juste qu'il y ait eu une ouverture, qu'ils nomment un Premier ministre dans l'opposition et ça devrait aller. Et là, ça a été la levée de bouclier, effectivement, des jeunes qui sont rentrés de l'étranger en disant mais avec les proverbes, attendez, ce que nous sommes en train de faire là, c'est nous sommes en train de tuer un serpent et quand on tue un serpent, tant qu'on n'a pas coupé la tête, on n'a rien fait. Donc très rapidement, il est apparu des petits des clivages qui étaient sérieux. Et c'est d'ailleurs l'un de ces malentendus qui a abouti à la dissolution du phare, le Front des associations pour le renouveau, et la création d'un autre regroupement, parce que, bon, nous avions publié des articles assez critiques en disant, mais ce régime-là, tel qu'il est ancré dans la répression, dans les crimes de sang, dans les violations des droits humains, ce qu'il fallait faire, c'était une sorte de blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre très rapide. C'était le prendre par surprise et changer les choses et verrouiller. Sinon, on n'y arriverait jamais. Voilà, donc vous connaissez la suite de l'histoire, qui avait tort, qui avait raison. Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, nous en sommes toujours au 28e dialogue avec voilà, toute une querelle de gouvernements d'union nationale qui n'ont jamais abouti à rien. Et je dirais que une déclaration que M. Gilbert Bawara avait faite à la suite des manifestations d'août-septembre 2017 donne raison aux radicaux quand il dit oui, le PNP nous a pris par surprise,
on ne se laissera plus jamais surprendre. Bon, ce disant, il se trompe complètement parce qu'un peuple qui se décide à se libérer, de toute façon, il arrive toujours à créer la surprise là où on ne l'attendait pas. Mais ça, à contrario, ça prouve que ce régime ne peut être abattu, ne peut mettre fin à cette dictature que le jour où on réussira à créer la surprise et à finaliser la lutte au lieu de dire, bon, allez, des petits arrangements, ouverture, petite ouverture, large ouverture, dialogue, voilà. Donc, c'était un peu la ligne de fracture entre ceux qu'on appelait radicaux, et moi, je revendique que je faisais partie de cette mouvance-là qui disait, non, il faut finaliser la lutte, il faut aller jusqu'au bout des choses, et s'il y a Dema lui-même décidait de partir, et c'est quasiment ce qu'il avait fait quand il est allé à Abuja, je pense que lui-même se disait dans sa tête qu'il se pourrait qu'il ne revienne pas, et pour moi c'était tant mieux, on allait de toute façon trouver un moyen ou un autre de le remplacer, d'autant plus qu'à l'époque, dans un certain nombre de corps constitués, que ce soit parmi les membres du gouvernement, même au sein de l'armée, il y en avait certains qui en avaient vraiment, vraiment marre et qui n'auraient pas hésité à basculer en faveur des forces démocratiques. Et d'ailleurs, ce que moi j'ai vu dans la commission des affaires économiques, financières et foncières où j'ai travaillé prouve qu'effectivement, on a réussi vraiment une cohésion entre des fonctionnaires de l'époque qui portaient leur macaron par obligation tous les jours pour aller travailler. On acceptait de travailler avec des gens qui étaient considérés comme des opposants. Et très rapidement, on s'est tous retrouvés autour d'un projet commun qui était le Togo. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à Mme Tamedani. Pour tous ceux qui viennent de rentrer dans la ligne, nous sommes en direct avec Mme Tamedani. Nous parlons du 30e anniversaire de la Conférence nationale souveraine. Et nous allons aborder maintenant le volet nouveau de la diaspora. Alors, dès le mouvement populaire du code, et en passant par la CNDH, le phare, à quel niveau juste la diaspora était impliquée dans les mouvements de soulèvement pour la revendication de la Conférence nationale souveraine? Oui. Alors, merci pour la question. J'ai un peu anticipé d'ailleurs en termes de réponse quand je vous disais que nous sommes un certain nombre à avoir adhéré à la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui était vraiment l'organisation phare de la lutte à l'époque, parce que c'était la première association, loi de 1901, qui n'était pas une aile marchande du RPT, qui avait osé se créer au Togo. Donc, cette association agrégeait vraiment tous les mécontents, toutes les forces démocratiques étaient agrégées derrière cette association. Et donc, nous sommes un certain nombre de membres de la diaspora à rentrer en vacances donc en juillet-août 1990 et qui avons adhéré à la LTDH. Et comme je le disais tout à l'heure, quand nous sommes rentrés en France, nous avons créé la Ligue togolaise des droits de l'homme France, une association qui n'était pas, fille, mais une association sœur. Et notre raisonnement était le suivant. Lorsque la LTDH s'est créée, au moment où nous quittions Lomé, ça faisait plus de 2 mois ou 3 mois, l'association n'avait toujours pas obtenu son récépissé du ministère de l'Intérieur à l'époque, alors que théoriquement, le récépissé devait être délivré au maximum dans un délai de 15 jours. Donc, nous nous attendions à tout moment à ce que cette association soit déclarée interdite et qu'on fasse des misères aux membres. Donc, nous avions décidé de créer une sorte de base arrière
au sein de la diaspora pour poursuivre la lutte au cas où l'organisation sur le terrain était empêchée de le faire. Donc, l'implication de la diaspora était, mais réellement dès le début de la lutte, je dirais, hein, bien avant le 5 octobre. Alors, ça, c'est la première réponse que je suis tenté de vous faire. Et la deuxième réponse, c'est que qui était diaspora à l'époque? Il y avait en fait deux catégories de Togolais à l'étranger. Il y avait ceux du régime, qui étaient soit les membres des différents démembrements du RPT, du Estov, Monesto, machin, j'en passe, et des meilleurs, et une kyrielle de personnes qui grenouillaient, par exemple, dans le cas de la France que je connais, dont on ne connaissait pas véritablement la fonction, mais qui étaient tous des indicateurs du régime et qu'on retrouvait à l'aéroport, qui traînaient à l'ambassade, dont la mission c'était de suivre tel, de voir qui tel fréquente, et qui faisaient régulièrement leur rapport à Lomé, ce qui de temps en temps aboutissait quand même à des arrestations musclées. Le grand frère Godwin Tété en a fait les frais, il était en Côte d'Ivoire, et arrivé en Côte d'Ivoire, il a été arrêté, et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il y a d'autres Togolais comme ça qui ont été arrêtés, parfois même à l'étranger, ce qui fait qu'il y avait, et de l'autre côté, donc il y avait ceux qu'on qualifiait d'opposants, et être tancé d'opposants, ça n'avait à l'époque même pas, on n'avait même pas besoin d'être impliqué politiquement ou d'avoir une opinion politique pour être taxé d'opposant. Vous savez que depuis toujours, la philosophie, le mot d'ordre du RPT, c'est tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc, il y avait un nombre important de Togolais en France, par exemple, tous ceux qui, de près ou de loin, avaient participé aux activités de la FEANF étaient interdits de séjour au Togo, ça ils le savaient, mais ils étaient également interdits de renouvellement de leur passeport. Ils ne pouvaient pas mettre les pieds en ambassade. Donc, il y avait un certain nombre de gens qui vivaient ici à l'époque sans passeport, et sans le passeport, ils ne pouvaient pas obtenir de carte de séjour lorsque la carte de séjour a été instituée, je pense que c'était en 1975. Donc, il y avait cette diaspora-là attendait une ouverture qui puisse leur permettre, ne serait-ce que de retrouver leur papier, leur certificat de nationalité, de pouvoir se refaire un passeport et avoir réellement une vie. C'était des gens qui étaient des apatrides. Et ils étaient très, très nombreux dans ce genre. Donc, toutes ces personnes-là, dès que, par exemple, lorsqu'on a créé la LDDH France, à l'Assemblée générale constitutive, il y avait 150 personnes. Et les bulletins d'adhésion, mais tout le monde adhérait. Donc, les gens ne se posaient même pas de questions. Ceux qui vraiment n'étaient pas du même bord que le régime, n'étaient pas du bord du régime, tout naturellement, ils ont adhéré à la LTDH de France. Et c'était ça, la diaspora. Et ensuite, notre contribution a été vraiment très, très active. Dès les manifestations, nous, on était en contact et on recevait les bilans, les nombres de blessés, etc. Et le lobbying, on l'a commencé dès le lendemain du 5 octobre, avec des téléx qui tombaient, la liste des blessés, etc. Et on faisait les ministères, les ambassades, Amnesty International, etc. Donc, je dirais que notre implication, elle était… Et donc, après la première ouverture, effectivement, tous ceux qui voulaient rentrer et qui n'avaient pas de papier ou qui avaient peur pour leur vie, à partir du mois de mars-avril, ont commencé à rentrer. Voilà.
Et dans la diaspora, par exemple, moi, je classerais même Eden Kodjo, il était en exil en France. Donc, il est rentré, je pense que lui est rentré assez tôt, en janvier ou février 91. Donc, si on me demande quelle était la contribution de la diaspora, ben, je dirais elle a été énorme parce que nous sommes tous devenus un peu opposants malgré nous, tout simplement parce que nous aspirions à la démocratie pour notre pays et à l'arrêt des violations des droits humains. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour votre implication aux préparatifs de la conférence nationale souveraine. Alors, oui, alors sur cet aspect-là, une organisation au niveau des États-Unis en tant que diaspora des Togolais? À ma connaissance, non. On a beaucoup entendu parler du Canada qui s'est organisé un peu plus tard par rapport à nous. Mais en revanche, aux États-Unis, je pense que le régime avait ses pions là-bas avec des ambassades. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, hein, mais à l'époque, le régime était capable de faire débarquer quand il y avait une manifestation. L'avion présidentiel arrivait avec des militaires habillés en civil, des gourdins, des chaînes de vélo, etc. C'était la castagne. Hein. Donc, aux États-Unis, je pense que, non, à ma connaissance, il n'y avait pas une organisation très structurée aux États-Unis. En revanche, assez rapidement, il y a l'organisation du Canada qui s'est mise en place, je ne sais plus, le CCT, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, la Diastode à l'époque, qui s'est mise en place assez rapidement, je pense, dès 91. Mais la contribution, en fait, à l'organisation de la conférence nationale a été également assez importante de la part de la diaspora. Alors, dès que les journaux libres ont été autorisés, nous avions une activité éditoriale assez importante. On était un certain nombre à écrire et à publier des articles quasi, c'était surtout des hebdomadaires hein, qui existaient à l'époque, Courrier du Golfe, le Forum Forum Hebdo, etc. Les pages étaient pas désenchantées, etc. C'était important parce que les Togolais eux-mêmes étaient tellement tétanisés, n'avaient plus l'audace d'affronter ce régime à visage découvert. Bon, nous, il faut dire que nous avions la part belle, nous étions à l'étranger, donc assez rapidement, lorsque nous avons commencé le lobbying, nous avons informé je parle du cas de la France parce que c'est celui que je connais. Moi, je n'aime pas trop parler de choses que je ne maîtrise pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je me focalise sur le cas de la France que je connais le mieux. Nous avions alerté donc, les organisations de défense des droits humains. Nous sommes même allés à la Commission des droits de l'homme de la France et nous avons signalé toutes ces descentes que le gouvernement togolais se permettait de faire. On envoya des militaires il y a même eu des tentatives d'enlèvement de certaines personnes qui étaient estampillées opposants. Toute cette répression-là, on a attiré l'attention des autorités françaises là-dessus en disant les gens qui sont sur le sol français, soit ils sont des résidents, ils ont leur carte de séjour, soit ce sont des réfugiés politiques et d'une manière ou d'une autre, la France leur doit protection. Et donc, assez rapidement, il y a eu des mises en garde pour que ce genre de choses cesse.
Et du coup, nous étions un peu rassurés, même si parfois dans les manifestations, il y avait des gros bras qui débarquaient. Donc nous pouvions avoir l'audace de parler, de dire les choses. Et nous avons nous-mêmes une culture dans nos pays de résidence, une culture démocratique. Nous avons l'habitude de débattre, etc. Donc c'était beaucoup plus facile pour nous. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait aussi sur le terrain des audacieux avec lesquels nous travaillions en parfaite symbiose. Et cette espèce de clivage qui s'est développé avec le temps entre la diaspora et les venus de France et les gens qui sont sur le terrain, ça n'existait pas à l'époque. Les gens, il y avait même c'est certaines personnes qui avaient réellement des idées intéressantes, qui n'osaient pas les exprimer sous leur nom et qui, avec lesquels on travaillait en collaboration et on portait le message s'il le fallait pour protéger en quelque sorte les personnes qui étaient sur le terrain et qui pouvaient non seulement être menacées eux-mêmes, mais toute leur famille pouvait subir des représailles, etc. Et notre contribution a été forte également dans l'organisation de la conférence nationale. Parce que les gens s'imaginent que les choses se sont faites comme ça en un claquement de doigts. Mais non, c'est un travail colossal qui a été fait, aussi bien en termes de discussion avec EADEMA, les discussions qui étaient menées par le Code, le collectif des organisations démocratiques, et au sein du Code, les Tabu Amorin, les Antoine Folly, Claude Abéganvi et autres jouaient un rôle important et très actif au sein du Code, puisqu'ils avaient pris l'initiative de rentrer, donc ils étaient sur le terrain, ils ne faisaient que ça, parce qu'ils étaient vraiment tout dédiés à cette œuvre. Et lorsque les accords du 12 juin ont été signés, il fallait encore mettre en place l'organisation matérielle de la conférence. Donc, il y avait une commission qui avait été mise en place, qui était la commission de préparation de la conférence nationale, laquelle s'est scindée en 3 sous-commissions. Une sous-commission suivie de la composition, c'est-à-dire déterminer qui avait le droit d'être délégué, comment est-ce qu'on s'assurait que toutes les forces vives de la nation togolaise étaient équitablement représentées à la conférence nationale. Il y avait une sous-commission qui s'occupait du budget, et j'ai encore dans mes documents le budget que cette commission a rendu comme résultat de son travail, mais c'est un travail très très fin qui prévoyait donc les indemnités, le coût de la diffusion, les frais de déplacement des délégués. Tout a été méticuleux, préparé dans les détails. Et il y avait une troisième sous-commission qui s'occupait des problèmes de sécurité des délégués, justement pour obtenir la garantie que les gens ne seront pas poursuivis ou inquiétés, que leurs familles ne seront pas brimées parce qu'ils avaient participé à la conférence nationale, etc. Et cette sous-commission s'occupait également des questions de diffusion des débats à la télé, qui a été le dernier bras de fer qu'il y a eu d'ailleurs entre les forces démocratiques et Yadema Gnassingbé, puisque de mémoire, moi j'étais rentré pour 3 semaines de vacances au mois de juin. J'ai dû arriver à peu près vers le 10 juin par là. Non, c'était juste après les accords du 12 juin. Je n'étais pas à Lomé. Quand les accords du 12 juin ont été signés, j'ai dû arriver 2 ou 3 jours après. Et donc, il y a cette commission qui s'est mise en place
Donc, Antoine Folly faisait partie des représentants de l'opposition dans cette commission. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, mais Brigitte, tu ne te rends pas compte, c'est un travail colossal. Donc, est-ce que tu pourrais te mettre à la disposition de la sous-commission suivie de la composition, parce que c'est un travail monstre pour réellement lister les délégués, etc. Et réellement, pendant 3 semaines, on a travaillé. On est arrivé le 25 juin à un accord sur le nombre des délégués, leur répartition, etc. Là-dessus, ce 25 juin, il y a eu un décret d'EADEMA qui consignait l'accord qui était intervenu donc, entre l'opposition et le pouvoir. Et donc, on avait pensé qu'on pouvait convoquer la conférence nationale pour le lendemain et elle pouvait valablement démarrer le 26. Il y a d'ailleurs eu un décret qui a été pris par EADEMA convoquant la conférence nationale pour le 26 juin. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les discussions se poursuivaient sur la diffusion des débats à la télé. Et EADEMA ne voulait pas en entendre parler. Et le bras de fer est reparti. Donc, blocage de nouveau. Et je pense qu'il y a une petite grève qui s'est enclenchée. Et c'est cette grève-là qui a fait plier finalement EADEMA, qui a accepté le 1er juillet, à la suite d'un accord entre le gouvernement et l'opposition, que effectivement les travaux allaient être diffusés sur les médias de manière à ce que tout le monde puisse, ceux qui n'étaient pas présents dans la salle parce qu'on ne pouvait pas les délégués, il a fallu à un moment donné limiter le nombre de participants, mais que la nation tout entière pouvait suivre les débats. Et je crois d'ailleurs que les horaires de travail avaient été réaménagés. À l'époque, les gens faisaient journée continue et ne travaillaient que le matin. Et c'est pour ça que les débats en plénière, d'ailleurs, étaient l'après-midi. Voilà, donc beaucoup de travail de préparation auquel nous autres de la diaspora avons participé, nous avons fait notre part et ce que nous avons apporté, c'est quand même l'audace, j'en parlais tout à l'heure, parce que bon, nous avions un peu l'habitude de vivre dans les démocraties, donc la peur, panique qui habitait les Togolais, ça ne nous affectait pas, mais on a apporté aussi de la méthode dans la façon de faire les choses. Parce que moi, personnellement, ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois qu'on était dans une discussion, on parlait de parité. Allez, on va faire une commission paritaire, on va répartir ceci paritairement, 50%, 50%. Et je dis, mais ça correspond à quoi, cette division-là de 50-50? Enfin, je veux dire, c'est toute la nation togolaise qui est concernée. Par exemple, pour la répartition du siège des associations, vous voulez faire 50-50, je dis, mais une organisation de la société civile, par définition, elle est apolitique, donc je ne vois pas pourquoi le RPT va prendre la moitié des 35 et l'opposition va prendre la moitié des 35, sur quelle base? Voilà, en revanche, on a dit, bon, une organisation de la société civile a un objet associatif. C'est peut-être la défense des consommateurs, c'est les droits humains, c'est la protection de la flore et de la faune, différents sujets. Donc, faisons en sorte, tous sujets qui sont importants pour faire nation, pour faire cohésion, donc faisons en sorte que toutes ces associations qui se sont créées entre-temps, hein, pour la plupart, certaines existaient auparavant et dont la plupart avaient été absorbées par les ailes marchantes du RPT, mais de nouvelles se créaient avec le vent de liberté qui soufflait, etc. Il y avait un foisonnement d'associations qui se créaient. Donc, faisons en sorte que toutes les personnes qui veulent
réfléchir sur l'avenir du Togo dans un domaine donné, qui est le maximum qui soit représenté de manière à ce que le débat soit exhaustif et le plus riche possible. Voilà en somme en quoi on a pu contribuer à l'avènement de cette conférence nationale et à l'ouverture des travaux. Mais bon, c'était vraiment une bonne collaboration, d'abord au sein des membres des forces démocratiques. Bon, même si le clivage dont je parlais tout à l'heure entre les modérés et les radicaux était déjà bien présent. Et dans le groupe des radicaux, bon, il y avait un certain nombre de personnes qui s'arrangeaient aussi toujours pour prendre le devant des choses, mais en revanche, quand il s'agissait de travailler, on ne les voyait pas. Mais bon, voilà. Il faut de tout pour construire un projet pour une nation. Et moi, j'ai été réellement impressionné par la volonté qu'il y avait, qui animait tout le monde de se réunir